c'est important d'utiliser. Donc j'attends un petit peu que tout le monde se connecte et d'avoir confirmation que je passe bien en direct sur Facebook. Donc de toutes les manières, ne vous inquiétez pas si jamais il y avait une coupure réseau ou quoi que ce soit, ou si vous manquez le live, vous aurez l'occasion, étant donné que je l'enregistre, de le mettre sur YouTube d'ici ce soir. Donc il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Muriel Darstein, donc je suis consultante en ressources humaines, spécialisée dans le management des organisations et de la compétence. Je suis également thérapeute en psychoénergie. Donc je suis formée depuis 2012 aux thérapies qu'on dit familiales, systémiques et transgénérationnelles, qu'on appelle les constellations familiales. Et depuis 2012 également, je continue à me former sur différents outils. Ça peut être le FT, le TAT, le Flash. Donc, ils sont des outils qui agissent sur la psychoénergie également, en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective, mais plus précisément sur comment aller vers une indépendance affective. Parce qu'aujourd'hui, je pense que pas mal de gens se sont déjà renseignés, il y a pas mal de vidéos sur YouTube par rapport à ça, et que le but n'est pas de faire une conférence, de ne pas donner un cours, mais vraiment d'avoir une interaction avec vous, pour qu'on puisse échanger tous ensemble et qu'on puisse avoir vraiment une vraie interaction et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Donc en fait aujourd'hui, pour aborder un petit peu ce sujet qui intéresse pas mal de monde, qui est un sujet très très vaste, je vais déjà d'abord expliquer ce que c'est la dépendance affective, voir un petit peu avec vous quels en sont les symptômes, quelles sont les conséquences de cette dépendance, vous donner quelques pistes pour savoir d'où elle peut venir, savoir quelle est la source originelle de cette dépendance affective qui se crée au fur et à mesure de notre vie, et également comment s'en sortir, enfin pour la fin. Et si on a encore un petit peu de temps, parce que là on est parti pour une demi-heure ensemble, même si j'ai un petit peu de temps, on peut déborder un petit peu, mais j'aimerais quand même respecter un petit peu le timing, on pourrait échanger avec vous sans souci. Donc je surveillerai l'heure de temps en temps par rapport à ça. Donc là, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Coucou Isabelle. Voilà, les gens se connectent petit à petit. Donc apparemment, c'est que ça passe. C'est génial. En espérant qu'il n'y ait pas de coupure, pas de coupure Internet, comme c'était le cas lors du dernier salon qu'on a passé ensemble. Donc la dépendance affective, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne a un tel besoin de se faire aimer, un tel besoin de, qui a tellement besoin de se faire aimer des autres qu'elle en arrive à s'oublier soi-même, à oublier ses propres besoins. Et dans son besoin de se faire aimer, elle oublie tout simplement quelle est sa place, elle oublie comment communiquer, elle est toujours aux alertes. Super, on me confirme que tout va bien, donc c'est génial. Donc effectivement, par rapport à la dépendance affective, comment on peut savoir si on est dépendant d'un point de vue affectif? C'est simplement par le fait que l'on ait toujours besoin, que ce soit en amour ou en amitié, qu'on ne supporte pas la solitude, qu'on a toujours besoin d'être soit en couple ou avec une amie proche ou une relation fusionnelle. Et on va voir que rapidement, lorsqu'on est dans des situations de dépendance affective, ça crée des relations malsaines, parce qu'il n'y a pas d'équité dans l'échange. Tout simplement entre le fait de recevoir et le fait de donner. Les personnes souvent qui sont en dépendance affective vont vraiment tout mettre en place pour plaire à l'autre, pour lui convenir, pour être aimé. Et ça va créer, pour mériter cet amour aussi, parce qu'il y a aussi cette notion de mérite. Donc elle va se créer différentes formes de pensée, différentes croyances erronées qu'elle s'est créées au fur et à mesure de sa vie pour combler son besoin d'amour.
Et en fait, souvent la dépendance affective, c'est souvent manifesté par une peur vraiment viscérale de l'abandon et la peur du rejet. Donc elle va mettre tout en place pour que ça n'arrive pas. Et malheureusement, dans ces différents mécanismes, on va voir que petit à petit, contrairement à ses souhaits, ses comportements, ses émotions qu'elle va vivre, ses croyances vont faire que qu'elle va provoquer tout simplement ce qu'elle redoute le plus, donc l'abandon ou le rejet de la personne ou de l'objet de son affection, de son amour. Donc voilà, coucou Cyril. Donc aujourd'hui, par exemple dans une relation amoureuse, comment peut se manifester le fait d'être en dépendance affective? On peut être tout simplement dans un hyper-contrôle et une hyper-vigilance, dans une extrême jalousie par rapport à l'autre et dans un contrôle. On a toujours besoin d'être rassuré. Soit rassuré sur les faits de l'autre, que ce soit son conjoint ou une amie proche, que ce soit sur le fait que la personne éprouve des sentiments pour soi, pour la personne, pour le besoin d'être assuré sur le fait qu'on ait sa place auprès de cette personne-là. Et finalement, petit à petit, la vie de la personne qui est atteinte de dépendance affective va entièrement se reposer sur un seul objet, sur l'autre. Et elle va s'oublier, tout simplement. C'est-à-dire que toute sa journée, toute sa semaine, tout son mois, toute sa vie va tourner autour de l'autre. Des besoins de l'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour plaire à l'autre? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour mériter son amour? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour le séduire? Et en attendant, on oublie l'essentiel. Et moi, dans tout ça, quelle est ma vie? Est-ce que je dois passer toute ma vie autour de la vie d'une autre personne, d'une tierce personne? Ou est-ce que je peux vivre ma vie, avoir mes passions, mes loisirs, mes amis, sans que cela mette en danger ma relation de couple, sans que ça vienne contrecarrer les croyances que je me suis mises tout au long de ma vie. Donc ça, ce sont des éléments que l'on va voir ensemble. Donc je regarde un petit peu les commentaires, voir s'il y a déjà des petites questions par rapport à ça. Ah oui, il y a des petites coupures. Alors ne vous inquiétez pas par rapport aux petites coupures, comme j'enregistre la session d'aujourd'hui, vous retrouverez toutes les informations sur YouTube. Là, il n'y aura pas de coupure, on sera tranquille par rapport à ça. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que je verrai vos réponses. Donc souvent, qu'est-ce qui peut se passer lorsque l'on fait tout pour plaire à l'autre, pour attirer son attention? Mais déjà, le fait, c'est qu'on anticipe tellement ses besoins, déjà que la personne n'a même plus besoin d'exprimer ses propres besoins, c'est qu'on va les anticiper. Donc on va également développer un côté sauveur. Et bizarrement, en développant ce côté sauveur, on va attirer à soi des compagnons ou des partenaires amicaux ou des copains-copines, comme on dit, qui sont eux-mêmes en attente, en besoin ou en instabilité émotionnelle, ou qui seront dans des situations, qui sont incomplets et qui eux-mêmes auront beaucoup de besoins d'attention de votre part. Donc ça va encore amplifier votre côté sauveur, ça va encore amplifier tous les efforts que vous allez faire pour plaire à cette personne-là, sachant que vous allez forcément choisir le mauvais compagnon, la mauvaise compagne, l'ami toujours insatisfait, qui sera toujours plus exigeant par rapport à vous. Et vous allez vraiment vous épuiser, et ces situations-là peuvent carrément vous conduire vers un burn-out émotionnel, vers un burn-out, parce que vous allez mettre toute votre énergie sur l'autre en fait. Donc les conséquences, on a vu, c'est le fait que l'on s'oublie, le fait que toute notre vie soit ciblée sur une personne, voire même devienne obsessionnelle. Et la question est de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que, d'où me viennent, comment je suis arrivée à devenir dépendant affectif? Est-ce que c'est parce que j'ai été déçue par mes anciennes relations amoureuses ou amicales qui font qu'on se dit, tiens, maintenant que j'ai un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, je vais faire encore plus d'efforts pour réussir ma vie de couple? Est-ce que c'est cela qui nous met dans ces situations-là? Est-ce que ça peut être lié à un membre de la famille qui devient nourricier,
ou par exemple un parent absent qui, un parent absent, ou qu'on ait l'impression que ce parent était absent, même s'il ne l'était pas, mais que c'était de l'ordre de notre ressenti émotionnel, fait qu'on va tout faire pour se conformer à ses attentes. Donc c'est être le fils parfait, la fille parfaite, la fille exemplaire, celle qui va être invisible pour le moins dérangée possible, ou au contraire, voilà, se mettre en avant de manière excessive. Et par rapport aux relations de couple, les personnes qui sont atteintes de dépendance affective, ce sont des personnes qui ont un besoin maladif d'être dans la séduction. Et en même temps, qui ne supportent pas d'être seules. C'est-à-dire que c'est une personne qui est tout à fait capable de rompre le matin même et de se remettre en couple l'après-midi. Parce que pour cette personne-là, il y a toujours ce sentiment qu'il y a un besoin qui est non comblé par rapport à ça, en fait. Hein. Oui, Isabelle, effectivement, le fameux rôle du sauveur. C'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui est épuisant à la longue. Et voilà, c'est souvent porté aussi par nos croyances et par les cultures d'entreprise, pas les entreprises, je dis n'importe quoi, des cultures familiales et des valeurs qu'on inculque par rapport à la famille, à notre vécu. Alors aujourd'hui, c'est vrai que même si certains éléments de la vie que vous avez vécu en tant qu'adulte peuvent provoquer ou amplifier ces états de dépendance affective, j'ai souvent entendu lors de live ou d'interactions quand j'ai préparé le sujet qui disaient oui mais attends tout ce qui est tout ce qui est la dépendance affective n'est pas quelque chose, on n'est pas avec, etc. Et ben si, on est tous plus ou moins atteints de dépendance affective ou de troubles de l'attachement. Et ça peut venir en fait compte depuis la période de la conception jusqu'à notre état embryonnaire. Ça peut également se poursuivre dans notre petite enfance et dans notre enfance. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va prendre tout un sens dans quelques instants. Il y a un docteur qui s'appelle Claude Imbert, donc c'est une femme, qui a fait des recherches sur les répercussions on va dire de la perte embryonnaire, sur la perte d'un jumeau, parce que comme on le sait, pas mal de grossesses, les chiffres le montrent, même si la mère n'est pas au courant, même si les médecins ne sont pas au courant, il n'est pas rare d'arriver à penser qu'il y avait 2 embryons au moment de la conception et que dans les premières semaines de la vie, un des embryons se détache. Et en fait compte, même si la mère n'en a jamais eu connaissance, même si elle n'est pas au courant de ce drame qui se joue, l'embryon restant va ressentir ce manque. Parce qu'ils étaient 2 à la base. Donc inconsciemment, il y a déjà une empreinte prénatale qui se crée à ce niveau-là, dans le fait de toujours rechercher l'autre, dans son partenaire ou auprès de ses amis, tout simplement. Donc avoir toujours cette sensation d'être incomplet, voilà, de se sentir incomplet seul. Et du coup, tantôt, il va être toujours à la recherche de l'autre, de son double, inconsciemment de la recherche de son jumeau disparu. Mais il va également développer une espèce de culpabilité par rapport à sa responsabilité ou à sa non-responsabilité au fait que son jumeau soit parti. Et là commencent les empreintes prénatales, les empreintes de croyances. On se dit, voilà, je ne mérite pas d'avoir vécu. Je culpabilise d'avoir survécu alors que mon jumeau est mort, lui. Ça peut être cette recherche-là. Et ce sentiment qu'il ne mérite pas de vivre, ne mérite pas l'amour de la mère. Un contrario, même au-delà du phénomène du syndrome du jumeau disparu, les états émotionnels de la maman pendant sa grossesse, toutes ces émotions, parce qu'il y a quand même une fusion entre le bébé et la maman depuis l'état embryonnaire, ou même les pensées de la maman, même si pendant un court instant elle n'a pas voulu garder cet enfant, ou si elle a des craintes liées à cette naissance-là, parce que c'est son premier, ou parce que juste avant cet enfant-là, il y a eu un avortement ou une fausse couche. Donc la maman peut être également dans ces peurs qui se transmettent à l'enfant. Et donc l'enfant va hériter également des peurs de la maman pendant cette période-là, ce stress, et étant dans un état soit de fœtus embryonnaire ou de futur bébé, il n'est pas en capacité de comprendre ce qui se passe, parce que personne, il est seul dans son ventre, même s'il a la fusion avec la mère, personne n'est là pour lui expliquer ce qui arrive, personne n'est là pour le consoler. Et donc, il y a déjà des empreintes émotionnelles qui se mettent
qui se mettent en place à ce moment-là. D'autres choses qui peuvent provoquer ces petits troubles, ces troubles de l'attachement, qu'on en ait conscience ou pas, parce que même si aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut paraître équilibré, on peut paraître raisonné, l'esprit nous joue des tours. L'esprit nous joue toujours des tours, notre inconscient nous joue toujours des tours, et on peut très bien se mettre un masque ou mettre dans le coin de notre mémoire des éléments dont on n'avait pas forcément conscience, parce que notre cerveau n'était pas aussi développé à ce moment-là. Mais par contre, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le corps, lui, ne ment jamais. C'est pour ça qu'il est souvent intéressant de s'orienter vers des pratiques de bien-être en lien avec la psycho-énergétique ou avec des énergéticiens qui souvent font remonter ces traumas, en fait. Et même par ailleurs, une fois que l'enfant naît, la manière dont s'est passé l'accouchement peut également jouer sur la future dépendance affective qui se crée chez l'enfant. Est-ce que l'enfant avait des soucis de santé, des soucis respiratoires, ou est-ce qu'il a été... est-ce qu'on a été obligé d'aider la maman avec un forceps pour le sortir du ventre? Est-ce que il est passé, est-ce qu'il y avait une naissance naturelle de programmée? Est-ce que finalement ça s'est pas terminé en césarienne? Donc tout cela crée des chocs émotionnels et physiques chez l'enfant, qui fait que déjà là, il peut y avoir un sentiment d'arrachement à sa mère. Imaginez qu'un enfant soit né avec des soucis cardiaques ou des soucis respiratoires, qui n'ait pas respiré tout de suite. L'enfant, il est retiré à la mère, il est pris en soins médicalement pour lui garantir, pour l'aider à sa survie. Mais cette séparation peut être vécue de manière très traumatique pour l'enfant, qui a été insécurisé, qui a été arraché à sa mère, qui était son premier lien de vie, et qui fait que ça lui crée des troubles, des débuts de troubles de l'attachement, tout simplement. Le fait aussi, quand on parle du vécu, des fois on projette, on est un jeune couple ou un couple un petit peu plus expérimenté. Imaginez qu'on a eu 3 garçons et qu'on espère avoir un 4e enfant, que ce soit une fille. Le fait qu'on ait projeté sur l'enfant le désir inconscient une espèce de déception que l'enfant soit pas né du sexe dont on aurait voulu, peut également provoquer des troubles chez l'enfant, qui va ressentir le fait d'être non désiré, ou de n'être pas conforme aux attentes des parents, même si ces sentiments, ces émotions sont très éphémères, même si elles passent très très vite, et que finalement quand on voit le petit bout de chou, on craque très très vite. Je crois que toutes les mamans peuvent le confirmer, les papas également. Donc vous voyez, il y a déjà des petites pistes par rapport à ça, et d'autres choses. C'est pareil. Si on est un enfant qui vient après plusieurs tentatives de FIV, plusieurs tentatives de grossesse non abouties ou perdues, il y a toujours ce poids, cette pression, c'est cet enfant qui peut avoir la sensation d'être un enfant de remplacement. Il pourra se dire, mais est-ce que c'était vraiment moi qu'on attendait, ou est-ce que c'était le premier enfant qui aurait dû venir avant moi mais qui n'est pas venu, qu'on attendait? Donc là aussi, il y a un sentiment de rejet qui n'est pas forcément raisonné, mais qui est vécu dans son corps comme étant réel, en fait. Et c'est vrai que le docteur Claude Imbert a mis, en fait, je vous invite à lire ses recherches, ses documentaires, a mis en fait que pas mal de nos troubles de l'affection, de troubles d'attachement, c'était en fait lié à des empreintes prénatales, en fait. Donc je regarde un petit peu les commentaires, voir si vous avez déjà des petites questions par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que ce soit moi ou d'autres thérapeutes, je l'espère, lorsque je vois un client pour la première fois, ou des fois ça peut même prendre plusieurs séances, parce que c'est vrai que j'aime bien aller en profondeur, et j'estime que des fois, en 1 heure, on peut pas faire le tour de sa vie. Si on s'intéresse vraiment à la personne, si on cherche vraiment la racine, moi je m'autorise à passer 2 heures pour le parcours de votre vie, ou s'il le faut, ça sera 4 heures. On va parler vraiment de toutes les raisons pour lesquelles vous venez vers moi, de ce que ça réveille en vous, de repérer toutes vos croyances limitantes, de repérer quelle est votre souffrance,
et des fois jouer un petit peu avec votre mental ou vos mécanismes de défense, parce que des fois, les personnes qui sont un petit peu éveillées par rapport au développement personnel, bien, ils ont travaillé sur eux avec une sincérité, mais ils oublient et sous-estiment leur mécanisme de défense. Donc des fois c'était assez rigolo, enfin quand je dis rigolo c'est pas le bon terme, il faut vraiment que la langue française s'enrichisse encore davantage. C'est que la personne me fait part de son parcours en me disant oui mais j'ai réfléchi sur ça, sur ça, et je pense que c'est dû à ça, ou à cette période de ma vie, ou à ça que j'ai vécu, ou que je l'ai perçu comme ça. Et donc elle me raconte son histoire, mais c'est vrai qu'elle oublie que moi j'ai plusieurs grilles de lecture. Bien sûr j'ai l'intellect, j'ai le cœur, mais j'utilise également ma grille de lecture psychocorporelle. C'est-à-dire que comme je suis dans une réelle écoute avec mes patients, je suis en résonance avec eux. Donc je ne fais pas que les écouter, je les ressens aussi. Et quand je vois les timbres de voix qui changent, quand je vois sa manière de bouger, sa gestuelle qui change, ou même pendant une prise de notes, lorsque je vois que dans mon corps, je ressens des vibrations au niveau du bassin, du cœur, ou que je sens les émotions qui montent, je peux vous garantir que j'ai tout de suite identifié que ces vibrations-là, que ces ressentis corporels sont ceux de mon patient, parce que j'écoute mon patient avec tout mon corps. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais c'est vrai que quand je vous parlais d'accompagnement multicadre, j'utilise vraiment tous mes sens pour écouter la personne qui est en face de moi en fait. Et c'est vrai que ça a souvent troublé quelques-uns de mes patients, de mes accompagnés, qui me voient en train de prendre des notes de manière très studieuse, et que d'un seul coup, je leur remonte, tiens là, au moment où tu as parlé de ça, j'ai senti une vibration, toi. J'ai senti que ta voix a changé, j'ai senti qu'il y avait un petit pincement, j'ai senti que ta respiration était davantage coupée, j'ai senti des tremblements dans tes jambes, alors que je ne la regardais pas parce que je prenais des notes. Et ça peut perturber, mais c'est vrai que voilà, c'est le deuxième effet qui se coule de la psycho-énergétique. Donc c'est pour ça voilà, que c'est une grande passion pour moi. Donc pour revenir un petit peu au sujet, donc les personnes qui ont regardé voilà, plusieurs vidéos YouTube, qui ont regardé ou lu du bouquin, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez lire autant de livres que vous voulez, vous pouvez regarder autant de lives ou de vidéos, de conférences que vous voulez. Vous pouvez avoir une compréhension intellectuelle de la problématique. Ce n'est pas ça qui changera votre état de dépendance affective. Parce que ce genre de protocole-là se règle de l'intérieur, en profondeur, et ça demande souvent de sortir de sa zone de confort. Parce que bien entendu, on vit des relations amicales ou amoureuses dans la souffrance, mais on a mis en place des mécanismes de défense, qui sont soit l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance, soit au contraire se dire « Oula, moi je ne veux pas ressentir ce genre d'état-là », donc au contraire, je suis en mode rejet ou carrément déserteur par rapport à toute relation amicale ou amoureuse. Donc leur corps comprend, mais il faut savoir que c'est leur corps d'adulte et leur esprit d'adulte qui comprend. Mais l'embryon, l'enfant, le bébé, le fœtus, lui, il n'a pas compris à l'époque où ça s'est passé. Et il garde ses empreintes dans son corps. Et vous avez beau lire tout ce que vous voulez, ou être en hyper-contrôle par rapport à vous-même, ou quand vous vous sentez que vous êtes « Ah là, je suis trop jalouse et c'est pas justifié parce que mon compagnon n'a rien fait pour me mettre en insécurité », vous allez lutter contre votre propre besoin, mais à chaque fois, ça va réappuyer sur les mêmes phénomènes déclencheurs qui sont la souffrance, la tristesse, en lien avec ça en fait. Parce que souvent les personnes qui sont en dépendance affective, ce sont des personnes qui souffrent énormément et qui éprouvent une énorme tristesse et qui frôlent rapidement le burn-out, pour pas dire la dépression. Et parfois, c'est des personnes qui ont tellement besoin de taire ces émotions inconfortables qu'ils vivent au quotidien, vont tomber plus rapidement dans la dépendance de substances. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être d'autres substances telles que des drogues, d'une manière plus ou moins dure. Et ça sera toujours se mentir, en fait. Hein. Coucou Isabelle. Il y a beaucoup d'Isabelle qui me regardent ce soir, enfin, aujourd'hui du moins, sauf que le sujet doit être intéressant. Le danger que je voulais vous mettre également en garde par rapport aux personnes qui sont souffrantes de dépendance affective,
outre le fait qu'on ne s'écoute pas, outre le fait qu'on n'écoute pas ses propres besoins, outre le fait qu'on soit toujours dans la tristesse par rapport à nos relations amoureuses et éternellement insatisfaites et dans le contrôle, c'est aussi qu'on peut attirer à soi des personnes qui vont profiter de ces failles. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur des personnes toujours incomplètes, toujours insatisfaites, et qui vont encore réappuyer sur votre fatigue, à toujours faire l'effort de plaire à ces personnes-là. Ou de manière plus dangereuse, vous pouvez tomber sur des pervers narcissiques, sur des personnes qui vont utiliser cette faiblesse pour vous manipuler davantage et user de vous. Donc au début, pour les personnes qui connaissent tout ce qui est en lien avec la manipulation narcissique et perverse, ils vont vous combler ce besoin-là, pour vous rendre encore plus accro, pour vous donner l'illusion qu'ils vont vous satisfaire, que ce soit eux la bonne personne. Mais comme vous le savez, très rapidement, ils vont tout vous enlever et réappuyer sur la notion d'estime de soi, sur le fait que vous n'avez pas de valeur, que vous ne méritez pas leur amour, parce que vous n'en ferez jamais assez. Et vous allez retomber dans son cercle vicieux de la dépendance affective. Parce que soit vous allez attirer des personnes incomplètes, soit des bourreaux, et vous n'en finirez jamais, jamais, jamais. Alors ensuite, comment s'en sortir de ça? Donc pour les personnes qui font appel à des coachs love, ou des personnes qui font appel à certains coachs ou à des amis bien pensants, bienveillants, bien entendu, on peut déjà agir sur l'estime de soi de manière extérieure. Donc souvent, les conseils que l'on peut donner, c'est de vous auto-challenger. Remplissez votre vie avec votre vie. Arrêtez de tourner votre obsession autour de votre compagnon ou de votre meilleur ami fusionnel. Ça peut commencer par le changement de l'image de soi. Autorisez-vous à être jolie. Il n'y a pas de mal à être jolie. Il n'y a pas de mal à se trouver belle. Il n'y a pas de mal à retrouver un petit peu de confiance dans une nouvelle coupe de cheveux, des habits qui sont plus saillants, ou des habits qui correspondent mieux à votre morphologie. Intéressez-vous à découvrez-vous des passions, expérimentez. Ça peut être la peinture, ça peut être la marche, ça peut être visiter des musées, ça peut être le développement personnel ou des passions mécaniques, histoire de rééquilibrer un petit peu la pression que vous mettez sur votre compagnon, mais aussi de vous, d'avoir une vie plus intéressante, d'être dans votre vraie vie, de découvrir votre vraie valeur. Est-ce que vous êtes doué dans ce domaine-là? Et si c'est OK, on continue. Est-ce que vous n'êtes pas doué? C'est pas grave. J'ai expérimenté ceci, ça me convient pas, je vais essayer autre chose. Et ce qu'il y a aussi, c'est que par rapport à votre compagnon, ça va équilibrer le rapport de pouvoir. Parce qu'on, dans un couple équilibré, chacun donne, chacun reçoit à la même intensité, mais vous aurez aussi tout à fait autre chose à lui raconter en fin de journée. Parce que si vous obnubilez votre vie autour du compagnon, ça, mon chéri, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Voilà, moi j'ai fait mon footing ce matin, je suis allée au bureau, j'ai une réunion importante, je suis très bien passée auprès du directeur, voilà, après j'ai fait un super dossier, j'ai remporté ce domaine-là, et toi, ma chérie, qu'as-tu fait? Moi, ma vie, tout tourne autour de toi, donc vous n'avez rien à lui raconter. Et le fait que vous n'ayez rien à lui raconter va encore appuyer sur votre estime de vous, sur le fait que vous n'avez la sensation de n'avoir aucune valeur, ce qui est fou. Alors que si vous-même, vous avez expérimenté d'autres passions, si vous testez un nouveau boulot, si vous mettez vous-même des challenges personnels ou professionnels, déjà, à vous-même, vous serez dans l'échange professionnel et ça va vous redonner votre propre estime de vous-même et la sensation que la personne va vous renvoyer le fait que lui aussi vous estime, que lui aussi est fier de vous, que pour lui aussi vous avez de la valeur. Donc déjà, ce sont déjà des premiers pas dans la vie quotidienne sur lesquels vous pouvez déjà interagir. Par rapport à votre cercle amical et social, libérez-vous des personnes toxiques, libérez-vous des personnes abusantes, libérez-vous des personnes qui sont toujours en demande d'être sauvées, changez votre cercle amical et de préférence, bien entendu, vers des personnes bienveillantes et positives qui verront toujours, qui sauront vous encourager et vous mettre en avant par rapport à vos actions, à vos progrès, à votre tempérament, à votre caractère. Et c'est vrai que petit à petit, ça va aussi contribuer en douceur à contrecarrer des croyances néfastes et à
recréer des croyances plus porteuses. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de travailler sur les dépendances affectives, c'est un travail qui se fait de l'intérieur. Donc bien entendu par rapport à votre parcours de vie, à votre vécu, à votre ressenti. Et vous allez me dire, oui, mais bon, moi ma maman elle est plus là, donc je peux plus lui... Ou alors j'ai pas un bon rapport avec ma mère ou mes parents, et donc je ne peux pas lui demander quelles sont les émotions négatives qu'elle a eues dans le ventre. Elle ne sait pas me dire, parce que la technologie n'était pas forcément au point à ce moment-là, ou alors elle était simplement pas au courant qu'elle avait perdu un jumeau. Elle peut pas me parler de ses angoisses, ou elle peut pas me dire en tant que maman qu'elle n'était pas désirée, ou qu'elle préférait avoir un garçon ou une fille à ma place, parce que par amour, elle ne vous le dira pas. Elle va elle-même vous créer une histoire autour de votre naissance pour la rendre la plus belle possible. Et de la même façon, même si la mère était la plus adorable, même si vos deux parents étaient présents, la réalité, il peut y avoir une différence entre la réalité des faits et ce que l'enfant a vécu. Parce que les besoins d'un enfant ne sont pas les mêmes que les besoins d'un adulte. Et que peut-être qu'à ce moment-là, vous aviez besoin de plus de câlins, d'être plus porté, ou besoin de plus d'attention. Cela peut arriver également. Donc il faut toujours accueillir votre vécu, votre ressenti comme quelque chose comme étant votre vérité, votre réalité en fait. Et c'est vrai que pour travailler ça avec un thérapeute, bien entendu ça va être inconfortable, c'est long, il n'y a pas de recette magique. C'est pas en regardant des vidéos que ça va se faire, ou en ayant une compréhension intellectuelle que ça va se faire. Il existe plusieurs thérapies psycho-énergétiques. Une qui est géniale, que j'adore parce que c'est une formation de cœur, c'est un outil de cœur, c'est les constellations familiales, mais qui permet de mettre en lumière sur plusieurs générations, voire jusqu'à 7 générations, quelles sont les loyautés de schémas, quelles sont les loyautés de pensée, de croyances, d'identifier par des tests de fratrie s'il y a eu un jumeau perdu, ou voire des triplés, mais déjà arrivé dans des constellations familiales, que la personne ne trouvait pas sa place, tout simplement parce que la maman n'était pas au courant, mais en fait compte ils étaient 3 dans le ventre, et quand on est 3 dans le ventre, on n'a pas le même besoin, et que finalement même si on pensait être l'aîné, finalement on est peut-être le 2e ou le 3e, et si on pensait être le 4e, on est peut-être le 5e ou le 6e. Il est arrivé aussi dans des milieux traumatiques, j'en parlais lors des derniers lives, qu'une maman qui a été incestée ou violée inconsciemment, son corps a fait qu'elle a avorté, qu'elle a perdu tous les embryons de sexe masculin pour pas mettre des prédateurs dans sa fratrie, ou au contraire a fait en sorte de ne pas avoir de filles parce qu'elle ne voulait pas avoir de personnes fragiles ou mettre les filles en danger. Et ces peurs inconscientes agissent également au niveau de la conception. Et quand cela est mis en lumière, on peut enfin mettre en place des actions de réparation, des actions correctives. Bon, il y a également d'autres techniques psychocorporelles, même par rapport à mes collègues qui sont présents sur le salon, il y a des kinésiologues, il y a des kinés, il y a des gens qui font de la trame. Toutes ces techniques-là peuvent venir en soutien pour libérer petit à petit ces petits traumas corporels en fait. Donc surtout ne restez pas seul, et les actions sur lesquelles on va agir, les actions sur lesquelles le thérapeute va agir, c'est déjà au niveau des émotions. Quelles sont les émotions vécues, imprégnées sur un point de vue corporel, et au niveau du cœur et au niveau du mental, ou planqué par le mental, ça arrive souvent aussi, d'agir sur vos comportements. Ça peut être les comportements, déjà se libérer des schémas, arrêter d'attirer des personnes, des pervers narcissiques, arrêter d'attirer des personnes, arrêter déjà de mettre la pression de nos besoins sur le couple, ou de mettre la pression de nos besoins sur l'ami ou la copine ou le collègue ou le membre de la famille, pour un petit peu se réguler, être moins obsessionnel, moins moins en demande. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre vos besoins en compte, parce que l'indépendance affective ne veut pas dire être éloigné de ses émotions ou ne pas avoir de besoins, mais ça va vraiment vous aider à les exprimer de manière saine, sans toxicité, sans que la personne en face ne le perçoive comme étant un reproche.
Alors, donc là, je vois une question d'Isabelle. Si on a vécu une fausse couche pendant la grossesse de son enfant, on a reporté les émotions de cette fausse couche sur cet enfant. Ce que l'on reporte en termes d'émotions, c'est déjà la peur de perdre l'enfant qui est en cours de conception. Donc, on transmet in utero effectivement déjà la peur et la terreur. Lors de constellations familiales, lorsque on a fait revivre l'accouchement de la patiente lors de constellations familiales, la personne qui représentait la mère s'est mise à crier un cri de terreur, tous ses stress, etc. Et effectivement, l'enfant le porte en symptômes, tout à fait. L'enfant le porte en symptômes de peur, la peur de la mort, comme la peur de la vie, s'il se sent culpabilisé d'avoir survécu, alors que la personne qui aurait dû être son grand frère ou sa petite sœur, lui, n'a pas survécu. Donc c'est vraiment un double tranchant. On peut se sentir, je vais me faire toute petite pour pas déranger. S'il est issu d'une empreinte gémellaire, ou c'est le fait, oh là là, j'ai été tellement source de tracas auprès de ma mère lorsqu'elle était enceinte, que je vais me faire toute petite. Et là encore, on se recrée des croyances qui disent, voilà, je ne mérite pas tant d'amour, je ne mérite pas cet amour, je ne mérite pas de vivre, je suis coupable d'être en vie. Et donc là, déjà, on se met des croyances limitantes, mais qu'on s'impose à soi-même, toujours à cause de la compréhension de l'enfant, en passant de l'enfant intérieur. Ça fait quelque chose. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment en rapport avec ça, en fait. Hein. C'est vraiment en rapport avec ça. Et même d'autres cas, voilà, vous savez que la vie n'est jamais rose, la vie n'est pas simple, la vie est complexe. Imaginez que la maman, avant d'avoir trouvé son compagnon, était très amoureuse de son compagnon précédent, et que même si l'idée était fugace et très rapide et éphémère, au bout d'un moment, pendant la grossesse, elle se dit, oh, cet enfant-là, je l'aurais tellement aimé le faire avec mon ancien compagnon, ou avec un autre compagnon, avec mon amant. Vous voyez, cette projection-là, elle est, même si c'est l'émotion qui appartient à la maman, c'est pas l'émotion conscientisée par l'enfant, parce que l'enfant, ou l'embryon, ou le fœtus qui est dans le ventre, il ne sait pas ce qui se passe dehors. Hein. Mais déjà, il se crée déjà une croyance qui se dit, excuse-moi de te déranger, ce n'est pas moi que tu attendais. Donc effectivement, oui, ça peut avoir des répercussions de l'ordre des empreintes, effectivement. Là, je vois que l'heure approche. De toute façon, l'INSEE, elle avait bien prévu le coup, elle savait que j'ai encore m'emporté. Je regardais si vous aviez encore des petites questions. Je vais juste rafraîchir peut-être la page. Parce que comme on a un petit peu de temps, on a jusqu'à 16h. Si je peux en profiter pour avoir des échanges avec vous sur votre vécu, ce serait vraiment génial. Donc la page est en train de se rafraîchir. Alors Hervé qui dit, Muriel, je peux témoigner de la difficulté de complétude dans l'absence du jumeau jamais arrivé. Ça a été dur, assez dur à vivre pendant longtemps, oui. C'est vrai que c'est vraiment compliqué. Et quand on a la chance de connaître l'existence de ce jumeau, c'est formidable parce qu'on peut déjà travailler dessus. Le fait qu'on ait l'information, ce jumeau-là a sa place déjà. Donc le fait que ce jumeau a sa place, même s'il n'a pas survécu, ça fait quand même pas mal ça participe quand même par rapport au travail en fait. Hein. Alors le cordon, voilà, effectivement la notion de cordon autour du cou, de la césarienne, fait qu'on peut avoir peur, ça peut provoquer des empreintes en lien avec l'agoraphobie, en lien avec la peur de mourir, la peur d'étouffer, la peur des endroits sombres, effectivement. Ah pardon, ouais. À fleur d'émotion. Je t'appelais toujours Isabelle, je suis désolée, c'est Stéphanie, c'était Stéphanie qui avait posé la question, je suis désolée, mais comme j'avais beaucoup d'Isabelle, effectivement.
Donc là, je ne sais pas si le live est toujours, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu planté. Donc, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je regarde encore une fois s'il y a des questions. Et sinon, je vais libérer la parole, laisser le prochain intervenant se préparer également pour son live. Et puis, je vous dis à très bientôt alors. Je vous souhaite un bon après-midi. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées sont sur les petites bannières de texte. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, soit au cabinet ou en privé. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, à très très bientôt. Au revoir.